Mardi 24 janvier 2023, 17h15, à Duxbury, une banlieue paisible du Massachusetts. Patrick Clancy rentre chez lui après une course rapide pour aller chercher le dîner, ainsi qu'un médicament pour ses enfants. Dans la maison, un silence glacial s'est installé. Pas de rire d'enfant, pas de bruit de pas. Il appelle sa femme « Lindsay ». Rien. En poussant la porte, Patrick découvre une scène d'une horreur absolue. En moins d'une heure, sa vie parfaite s'est effondrée dans un cauchemar indicible. Ce soir-là, les secouristes franchissent le seuil d'une demeure où l'inconcevable vient de se produire, déclenchant l'une des affaires criminelles, médicales et judiciaires les plus bouleversantes et controversées de l'Amérique récente. Mardi 24 janvier 2023, en fin d'après-midi. Le froid est mordant à Duxbury. Patrick Clancy rentre chez lui au volant de sa voiture. À l'arrière, les sacs du restaurant embaument l'habitacle. Une scène du quotidien, ordinaire et paisible. Il se gare dans l'allée, coupe le moteur et franchit le seuil de la maison. Mais dès les premières secondes, une sensation étrange le saisit. La maison est plongée dans un silence anormal. Pas un bruit d'enfant, pas de télévision, pas de pas à l'étage. « Lindsay » lance-t-il dans l'entrée. Personne ne répond. Patrick monte à l'étage principal. L'ambiance est lourde, presque irréelle. Il cherche sa femme dans leur chambre. La pièce est vide. Il s'approche de la fenêtre et remarque immédiatement qu'elle est ouverte, laissant s'engouffrer l'air glacial de ce mois de janvier. En se penchant, son cœur se glace. En bas, sur le sol du jardin, gît le corps inerte de Lindsay. Elle vient de sauter du 2e étage. Paniqué, Patrick se précipite dehors, appelle les secours et tente de lui porter assistance. Lindsay est consciente, mais incapable de se mouvoir. La chute lui a provoqué de graves lésions médulaires qui la rendent paraplégique. Dans un état d'extrême détresse, il lui demande où sont les enfants. Elle répond d'une voix faible, presque inaudible, qu'ils sont au sous-sol. Patrick se précipite à nouveau à l'intérieur de la maison, dévale les marches menant au sous-sol. Ce qu'il découvre dans la pénombre de cette pièce familiale dépasse tout ce qu'un être humain peut supporter. Ses 3 enfants, Cora, 5 ans, Dawson, 3 ans, et Callan, 8 mois, gisent immobiles. Chacun porte autour du cou une bande élastique de sport ayant servi à leur strangulation. L'appel au 911 de Patrick Clancy est marqué par une détresse absolue. Lorsque les premiers secouristes et policiers arrivent sur place, ils découvrent une scène d'une horreur indescriptible. Cora et Dawson succombent à leurs blessures le soir même. Le petit Callan, transporté d'urgence dans un état critique, décède 2 jours plus tard à l'hôpital. Pour les enquêteurs du comté de Plymouth et de la police d'État du Massachusetts, le choc laisse rapidement place à l'incompréhension. Qui aurait pu s'en prendre à cette famille sans histoire? Existe-t-il une menace extérieure, un rôdeur, un cambriolage qui aurait mal tourné? Très vite, ces hypothèses sont écartées. La maison ne présente aucune trace d'effraction. Les serrures sont intactes, aucun objet de valeur n'a été dérobé. La scène de crime conduit les enquêteurs vers une terrible certitude. La tragédie s'est jouée à l'intérieur même du domicile. Les policiers commencent par dresser le portrait de la famille Clancy. Lindsay, 32 ans, est une infirmière diplômée travaillant au Massachusetts General Hospital, reconnue par ses collègues pour sa douceur, son professionnalisme et son dévouement. Patrick est un cadre sans histoire, mari aimant et père attentionné. Aux yeux de leur entourage, de leurs voisins et sur les réseaux sociaux, ils incarnent l'image d'une famille américaine heureuse. Pourtant, en creusant sous la surface de cette vie en apparence parfaite, les enquêteurs découvrent que Lindsay souffrait depuis plusieurs mois d'importants troubles psychiatriques, suivis de près par ses proches et son équipe médicale. Mais jusqu'où allait cette souffrance? Les enquêteurs cherchent à déterminer si elle a agi sous l'effet d'un effondrement psychiatrique ou si les faits révèlent un acte préparé. Cette question deviendra rapidement le cœur de l'enquête. Au fil des jours, la personnalité et l'état de santé de Lindsay Clancy deviennent le pivot central de l'affaire. Les enquêteurs saisissent les téléphones, les ordinateurs et les dossiers médicaux du foyer. Ils découvrent que dans les semaines précédant le drame, Lindsay avait consulté de nombreux spécialistes en santé mentale et avait été prise en charge au McLean Hospital, un établissement psychiatrique de référence. Elle y était suivie pour des troubles psychiatriques
apparue après la naissance de son troisième enfant. Cependant, au moment où les enquêteurs reconstituent la journée du 24 janvier, le parquet commence à développer une interprétation différente des événements. Quelques heures avant le drame, Lindsay s'était rendue avec ses enfants chez le pédiatre pour une consultation de routine. Selon les éléments rendus publics, aucun comportement alarmant n'avait été relevé durant cette visite. Puis vient l'analyse de son téléphone portable. Les enquêteurs découvrent qu'environ 1 heure avant les faits, Lindsay avait effectué une recherche sur Google Maps concernant le trajet entre leur domicile, une pharmacie CVS et un restaurant où Patrick devait récupérer le dîner. Pour l'accusation, cette recherche pourrait montrer qu'elle cherchait à estimer le temps dont elle disposerait seule avec les enfants. La défense, au contraire, conteste cette interprétation et estime que cette recherche ne permet en aucun cas de démontrer une préméditation. Ce simple détail deviendra l'un des points les plus débattus de toute l'affaire. Face à ces éléments contradictoires, l'enquête s'enlise dans 2 lectures totalement opposées. D'un côté, la thèse d'un acte prémédité prend de l'ampleur au sein du bureau du procureur. Les enquêteurs estiment que Lindsay aurait demandé à Patrick d'aller chercher un médicament puis le dîner afin de profiter de son absence. Patrick restera finalement absent près de 54 minutes, un élément qui sera largement débattu au cours de la procédure judiciaire. De l'autre côté, la défense et plusieurs experts mandatés par celle-ci présentent une toute autre analyse. Les dossiers médicaux montrent que Lindsay avait reçu plusieurs traitements psychiatriques successifs au cours des mois précédant le drame, comprenant notamment des antidépresseurs, des anxiolytiques, des sédatifs et des somnifères. Selon les experts de la défense, l'association de ces traitements, combinée à l'aggravation de son état psychiatrique après son accouchement, aurait pu altérer profondément son jugement. Les experts mandatés par l'accusation contestent toutefois cette conclusion, estimant que les éléments recueillis sont davantage compatibles avec un acte réfléchi. S'agissait-il d'un crime minutieusement préparé ou d'un geste commis dans le cadre d'un trouble psychiatrique majeur? C'est précisément cette question qui, aujourd'hui encore, demeure au cœur de l'affaire Lindsay Clancy. Alors que les spéculations enflamment les médias et les réseaux sociaux, les enquêteurs se replongent minutieusement dans la chronologie des événements du 24 janvier. Parmi les nombreuses données extraites du téléphone portable de Lindsay Clancy, figure un appel passé au restaurant 3V afin de commander le dîner. L'employé ayant pris cette commande est entendu par les enquêteurs. Son témoignage attire rapidement leur attention. Selon ses déclarations, Lindsay ne semblait ni agitée ni confuse. Sa voix était calme, son discours cohérent et sa commande ne présentait rien d'inhabituel. Elle échange avec l'employé de manière courtoise et répond avec précision aux questions concernant sa commande. Pour l'accusation, ce témoignage constitue un élément important. Les procureurs estiment qu'il est difficile de concilier cette conversation apparemment ordinaire avec l'hypothèse d'une personne totalement déconnectée de la réalité quelques instants plus tard. La défense, de son côté, rappelle qu'une personne souffrant d'un trouble psychiatrique sévère peut parfois paraître parfaitement lucide au cours d'un échange bref et banal. Ce témoignage, à lui seul, ne permet donc pas de déterminer l'état mental exact de Lindsay au moment des faits. Au fil de l'enquête, l'attention des policiers et du parquet se concentre entièrement sur Lindsay Clancy. Elle est officiellement poursuivie pour 3 chefs d'accusation de meurtre, ainsi que pour des accusations liées aux actes de strangulation ayant entraîné la mort de ses enfants. Mais la suspecte ne comparaît pas depuis une prison. Elle est hospitalisée sous surveillance policière permanente. Sa tentative de suicide lui a causé de graves lésions médulaires qui l'ont rendue paraplégique. Quelques jours après les faits, elle apparaît par visioconférence devant le tribunal pour sa première audience. Les images marquent profondément l'opinion publique. Face aux accusations d'une gravité exceptionnelle, une femme alitée, portant une minerve, répond aux questions de la justice depuis son lit d'hôpital. Pour les enquêteurs, l'identité de l'auteur des faits ne fait plus doute. En revanche, la question essentielle demeure entière. Lindsay Clancy était-elle pleinement consciente de ses actes au moment où ses enfants ont été tués?
Une bataille judiciaire et scientifique d'une rare intensité s'engage alors entre l'accusation et la défense. Psychiatres, psychologues, toxicologues et experts en médecine légale examinent chaque consultation, chaque traitement et chaque événement ayant précédé le 24 janvier. La défense met en avant les nombreux dossiers médicaux de Lindsay. Ils décrivent une femme en profonde souffrance psychique depuis la naissance de son troisième enfant, suivie par plusieurs spécialistes et ayant reçu différents traitements psychiatriques. Ses avocats affirment également que Lindsay aurait évoqué, peu avant le drame, des pensées particulièrement inquiétantes, allant jusqu'à rapporter l'existence d'une voix lui ordonnant de tuer ses enfants puis de mettre fin à ses jours. Cet élément est présenté par la défense comme un indice majeur en faveur d'un épisode psychotique. L'accusation conteste fermement cette interprétation. Les procureurs soulignent qu'aucun dossier médical rédigé avant le 24 janvier ne fait état d'hallucination ou d'une psychose diagnostiquée. Selon eux, les éléments matériels recueillis, notamment les recherches effectuées sur son téléphone, les messages échangés avec Patrick et l'organisation de son départ, sont davantage compatibles avec un acte réfléchi. C'est autour de cette opposition que se construit désormais tout le dossier judiciaire. Au fil de la procédure, le parquet maintient que Lindsay Clancy est pénalement responsable de ses actes. De son côté, la défense soutient que son état psychiatrique au moment des faits l'empêchait de mesurer pleinement la portée de ses gestes. Mais alors que le pays tout entier se divise, une voix bouleverse profondément l'opinion publique, celle de Patrick Clancy. Quelques jours après la mort de ses 3 enfants, il publie une longue déclaration. Contre toute attente, il ne demande ni vengeance ni condamnation publique de son épouse. Patrick affirme que la femme qu'il a vue sombrer n'était plus celle qu'il avait épousée. Il décrit Lindsay comme une mère profondément aimante, entièrement dévouée à ses enfants, avant que sa santé mentale ne se détériore. Selon lui, ce sont la maladie psychiatrique et les traitements qu'elle recevait qui ont profondément altéré son état. Il appelle également le public à faire preuve de compassion et à mieux comprendre les troubles psychiatriques pouvant survenir après un accouchement, tout en rendant hommage à leurs 3 enfants. Cette prise de parole provoque une onde de choc dans tout le pays. L'affaire Lindsay Clancy dépasse alors le cadre d'un simple dossier criminel. Elle devient un débat national sur la santé mentale périnatale, la responsabilité pénale des personnes souffrant de troubles psychiatriques et les limites du système de prise en charge médicale. À mesure que la procédure judiciaire avance, l'affaire Lindsay Clancy se transforme en une bataille d'experts où s'opposent 2 visions radicalement différentes des événements. Au cœur des débats se trouve une question essentielle. Au moment des faits, Lindsay Clancy était-elle capable de comprendre la nature et le caractère répréhensible de ses actes? Dans le Massachusetts, cette question est déterminante pour apprécier une éventuelle responsabilité pénale. L'accusation défend la thèse d'un crime prémédité. Les procureurs mettent notamment en avant l'appel passé au restaurant, au cours duquel Lindsay s'exprime avec calme et cohérence. Ils soulignent également la recherche effectuée sur Google Maps avant les faits, estimant qu'elle aurait pu servir à évaluer le temps dont elle disposerait pendant l'absence de son mari. Pour le parquet, ces éléments associés au déroulement des événements traduisent une action réfléchie et consciente. La défense présente une lecture totalement différente. Les avocats de Lindsay s'appuient sur un important dossier médical, démontrant qu'elle souffrait depuis plusieurs mois de graves troubles psychiatriques après la naissance de son 3e enfant. Ils rappellent qu'elle avait été suivie par plusieurs spécialistes, hospitalisée en psychiatrie et traitée par différents médicaments psychotropes. Selon les experts mandatés par la défense, son état mental aurait pu être profondément altéré au moment des faits. Ils évoquent notamment la possibilité d'un épisode psychotique et affirment que Lindsay aurait rapporté avoir entendu une voix lui ordonnant de tuer ses enfants, puis de mettre fin à ses jours. L'accusation conteste fermement cette analyse. Les procureurs soulignent qu'aucun dossier médical établi avant le 24 janvier ne fait état d'une psychose diagnostiquée ou d'hallucination rapportée aux médecins. Pour eux, les éléments matériels recueillis sont incompatibles avec une perte totale de contact avec la réalité.
L'issue de cette affaire dépendra désormais de la capacité des experts et de la justice à déterminer si Lindsay Clancy était pénalement responsable de ses actes au moment où le drame s'est produit. Aujourd'hui, au cœur de cette affaire, demeurent avant tout 3 vies brisées, celles de Cora, Dawson et Callan. Quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire, leur disparition restera le symbole d'une tragédie familiale qui continue de bouleverser l'Amérique et d'interroger les spécialistes de la santé mentale comme le grand public.